Mon fiancé m'a quitté juste avant notre mariage, et désespéré, j'ai accepté un poste d'infirmière résidente auprès d'un milliardaire paralysé. Mais dès la première nuit, je suis resté figé par ce que j'ai vu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir qu'il avait déjà rompu. Le café était bondé, du jazz feutré s'échappait des haut-parleurs au plafond, et l'odeur de l'expresso et des desserts coûteux flottait dans l'air. J'avais à peine fait 2 pas vers la table lorsque Jason a levé les yeux de son cappuccino intact et a dit « Il faut qu'on parle ». Mon estomac s'est noué. Je me souviens du son de sa voix, plate, presque répétée. Je me suis quand même assise, les paumes déjà moites. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en forçant un sourire. « C'est à propos du traiteur ?» Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, il a sorti une petite boîte en velours de la poche de son manteau. Non pas pour me la donner, mais pour reprendre quelque chose. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie » a-t-il dit. Juste comme ça. 8 mots qui m'ont transpercé plus cruellement que n'importe quel scalpel que j'avais jamais tenu. « Quoi » ai-je murmuré. Il s'est adossé à sa chaise, comme si le poids de l'honnêteté l'avait enfin libéré. « Ce n'est pas toi. C'est juste que nous prenons des directions différentes. J'ai noué des relations importantes. Megan Langley et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde, d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Megan Langley, fille de Gregory Langley, le capital risqueur qui possédait pratiquement la moitié des startups technologiques de la côte ouest. Mon cœur s'est emballé. « Tu me quittes pour elle ?» « Ce n'est pas comme ça, » a-t-il dit, même si c'était clairement le cas. « C'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un de plus simple. » Il n'a même pas scié alors que je le fixais, stupéfaite et silencieuse, essayant de comprendre comment l'homme que j'étais censé épouser dans 16 jours pouvait m'effacer si radicalement. Puis, comme s'il ne m'avait pas suffisamment anéanti, il a ajouté « et aussi, la bague. C'est un bijou de famille. Ma grand-mère serait dévastée si elle quittait la famille. » Je l'ai retiré. Mes mains tremblaient, mais je l'ai fait. Je l'ai posé délicatement sur la table entre nous et j'ai dit « Merci pour ton honnêteté. » Puis je me suis levé et je suis parti, passant devant les portes vitrées, devant le couple qui partageait un dessert, devant les regards curieux qui essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'est qu'au coin d'Elm Street que les larmes ont finalement coulé. Je ne suis pas retourné à l'appartement que nous partagions. Je ne voulais pas voir les cartons à moitié faits ni la robe suspendue dans le placard. Je ne pouvais pas affronter le silence. Mais à mon arrivée, c'était déjà fait. Mes affaires étaient dans des valises étiquetées près de la porte. Vêtements, livres, articles de toilette, tout était soigneusement trié, comme si on me retournait à l'expéditeur. Ce n'était pas l'œuvre de Jason. Il n'aurait pas été aussi prévenant. Ça ne pouvait être que sa mère. Je me suis assise par terre à côté de ses valises, je ne sais combien de temps. Le bail de mon ancien studio avait expiré. Je l'avais cédé à une étudiante en soins infirmiers quelques semaines auparavant. Toutes mes économies étaient passées dans le mariage. Il me restait moins de $100 sur mon compte et une semaine entière avant ma prochaine paie. C'est alors que j'ai fait la chose que je n'avais pas faite depuis plus d'1 an. J'ai appelé ma mère d'accueil. Margaret Temple a répondu à la 3e sonnerie, sa voix chaude et posée, comme toujours. « Émilie, ma chérie, où étais-tu passée ? J'allais justement t'appeler pour ces chaussures qu'on a regardées la semaine dernière. » Je n'ai même pas pu parler. Je me suis étranglé avec un sanglot. Ça a suffi. 1 heure plus tard, j'étais recroquevillé sur son canapé en plaid délavé, une tasse de thé à la menthe entre les mains, pendant qu'elle me caressait les cheveux comme elle le faisait quand j'avais 13 ans et que j'étais brisé par un énième placement qui avait mal tourné. Margaret n'a pas posé de questions. Elle a simplement posé une épaisse couverture en tricot sur mes jambes et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Tu m'entends ? J'ai de la place et tu n'as rien à prouver. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé sur le vieux canapé-lit de son salon, je fixais le plafond, rejouant chaque détail de cette conversation avec Jason. Son calme, la façon dont il n'avait même pas hésité. M'avait-il vraiment aimé, ou n'étais-je qu'une solution temporaire jusqu'à ce que quelqu'un avec un nom de famille comme Langley apparaisse ? Au lever du soleil, la douleur s'était muée en quelque chose de plus lourd, comme de la honte. J'étais censé commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, ma propre famille. Au lieu de cela, j'étais de retour à la case départ. 28 ans, le cœur brisé, sans abri, humilié. À midi, j'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis retourné à l'hôpital comme si de rien n'était. Les infirmières souriaient.
Certaines me posaient des questions sur les préparatifs du mariage. Je leur ai souri en retour, hoché la tête et menti, car dire la vérité aurait été comme me déchirer à nouveau. Mais en enfilant ma blouse et en vérifiant la liste de mes patients, j'étais sûr d'une chose. Je ne pouvais pas rester ici pour toujours. Pas dans cette ville. Pas avec ses souvenirs. Pas pendant que Jason Miller et Meghan Langley trinquaient au champagne à leur brillant avenir comme un juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Pas alors que je n'avais nulle part où aller et plus rien à perdre. 3 jours passèrent, 3 longs et douloureux jours où j'ai agi mécaniquement dans les couloirs de l'hôpital tout en essayant de ne pas m'effondrer de l'intérieur. Je souriais quand on me parlait du mariage. Je disais qu'il avait été reporté. Que Jason avait un voyage d'affaires imprévu. Que j'allais bien. J'en disais trop. Mais le 3e jour, alors que je préparais une perfusion dans la chambre 8, Rachel, notre infirmière-chef directe et sans fioriture, a passé la tête dans l'entrebâillement de la porte et a dit « Tu cherches toujours un moyen miracle de t'échapper d'ici. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle m'a fait signe de sortir dans le couloir et a baissé la voix. « Tu te souviens de Lily en euros ? Elle a pris un poste de soins à domicile il y a un mois, logée, très bien payée, mais elle a démissionné la semaine dernière. Elle ne supportait pas le type. Quel type ? Rachel a haussé un sourcil. Un magnate de la tech, riche, paralysé. Il vit à Cypress Hill, dans une de ces maisons du genre, mais qui construit des maisons pareilles ? Apparemment, c'est un cauchemar. Ça a l'air génial. Il paie le triple de ce qu'on gagne ici. Suite privée. Repas inclus. Pas de colocataire. Pas de garde de nuit. Juste un patient. J'ai hésité. Je ne suis pas aide-soignante. Tu es une infirmière avec 5 ans d'expérience, a-t-elle rétorqué. Tu es plus qualifiée que la moitié des gens qu'ils ont eus. Et crois-moi, ce type les fait tous fuir en moins de 2 semaines. Tu es têtu. Ça pourrait en fait jouer en ta faveur. J'ai failli rire. Je ne savais pas quelle partie de moi pouvait encore être qualifiée de têtu. Tout en moi semblait fissuré, mais quelque chose dans sa voix, le mot « échappé », a résonné fortement. Tu as un contact ? Ai-je demandé. 10 minutes plus tard, elle me tendait une petite carte avec un nom écrit d'une écriture élégante et acérée. Margaret Temple, intendante du domaine, et en dessous, un numéro. Il m'a fallu attendre minuit pour appeler. Je me tenais dans l'allée derrière la maison de Margaret, dans mon manteau, respirant l'air froid du Montana, le téléphone tremblant dans ma main. Margaret Temple a décroché à la 2e sonnerie. Oui, ici Emily Carter. On m'a dit qu'il y avait un poste d'infirmière à domicile. Une pause. Puis, êtes-vous disponible pour un entretien demain matin à 9h ? J'ai scié. Oui, je peux être là. Apportez vos diplômes et vos références. L'adresse vous sera envoyée par SMS sous peu. Ne soyez pas en retard. La ligne a été coupée. À 4h30 du matin, j'ai pris le premier vol d'Elena pour San Francisco, puis une navette régionale qui gravissait les collines de Cypress jusqu'à laisser le monde réel derrière elle. Tout semblait être un rêve que je n'avais pas mérité. Et puis j'ai vu la maison. Elle ressemblait à une forteresse moderne, faite de verre, d'acier et d'arêtes vives, tissée à flanc de falaise, comme si quelqu'un avait sculpté un manoir dans la lumière du soleil et la pierre. Un long portail noir s'est ouvert à l'approche de mon taxi, et pendant une seconde, j'ai eu envie de dire au chauffeur de faire demi-tour. Trop tard. Margaret Temple m'a accueilli à la porte d'entrée. Une femme d'une 60aine d'années, mince comme un fil de fer, les cheveux tirés en un chignon serré, vêtue d'un tailleur bleu foncé impeccable. Elle m'a dévisagé avec la précision de quelqu'un ayant travaillé soit dans l'armée, soit dans un hôpital. « Vous êtes en avance ?» a-t-elle dit. Je ne voulais pas être en retard. « Bien. Suivez-moi. » L'entretien fut rapide. Elle a parcouru mon CV. Posé 4 questions, n'a pas souri une seule fois, et a finalement dit « Le poste est à vous, Miss Carter. Les conditions sont simples. Disponibilité 24 heures sur 24. 2 jours de congé par mois. Pas de visiteurs. Les connaissances médicales sont cruciales. La discrétion est non négociable. Votre patient est un homme compliqué. Vous vivrez au 2e étage, à côté de sa suite. Les repas et le logement sont inclus. Le salaire est de 12 000 $ par mois, plus une prime de performance en fonction de la progression de son état. J'ai essayé de ne pas réagir. Je me souviens encore de m'être agrippé aux accoudoirs du fauteuil pour ne pas éclater de rire. C'était plus du triple de ce que je gagnais à l'hôpital. Je n'avais aucun plan.
Je n'avais rien d'autre qu'un sac de sport trop rempli et un cœur en miettes, mais j'ai dit oui. Je l'ai dit sans hésiter. Margaret a fait glisser un dossier sur la table. Voici votre contrat. Lisez-le avant demain. Votre patient est Monsieur Ryan Hay. Ce nom ne me disait rien à l'époque. Bientôt, il signifierait tout pour moi. Le lendemain matin, je me tenais devant sa porte, le dossier à la main, le cœur battant. Le couloir était silencieux, assourdi par le genre de moquette qui étouffe les bruits de pas. Tout dans cette maison était poli et froid. Sol en pierre, lignes épurées, un silence coûteux. Margaret se tenait à côté de moi, un presse-papier contre sa poitrine. « Vous êtes sûr de vouloir ce poste ?» a-t-elle demandé sans me regarder. J'ai signé le contrat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dégluti. Oui. Elle a frappé 2 fois, puis a ouvert la porte sans attendre de réponse. La pièce était grande, trop grande. Des plafonds voûtés, des murs de verre donnant sur une étendue de séquoia, la lumière du soleil se déversant sur un parquet clair. Ça ressemblait moins à une chambre qu'à une salle du trône construite pour un fantôme. Il était près de la fenêtre, dans un fauteuil roulant noir et élégant. Dos à nous. Monsieur Hay, dit sèchement Margaret. Votre nouvelle infirmière est arrivée, Emily Carter. Il ne s'est pas retourné tout de suite, restant assis, les doigts tapotant lentement la coudoir. Puis finalement, il a pivoté, et j'ai eu le souffle coupé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Un homme plus âgé, peut-être quelqu'un de fragile, mais Ryan Hay était jeune, peut-être la mi-trentaine, grand même assis, les cheveux courts et sombres, une mâchoire nette, des yeux perçants comme du cristal. Et pourtant, il y avait quelque chose d'épuisé en lui. Sa peau était pâle, sa silhouette mince, mais son expression était ce qui m'a alerté. Il m'a regardé comme si je le décevais déjà. Alors comme ça, ils m'en ont envoyé une autre, dit-il d'une voix basse et mordante. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il m'a coupé. On parie sur combien de temps cette fois, Margaret ? 1 semaine, 10 jours ? Margaret n'a pas répondu. Elle a seulement dit, je vais vous laisser faire connaissance. Et elle est partie, refermant la porte derrière elle. Le silence s'est étiré. Je ne suis pas ici pour faire des paris, ai-je dit finalement. Juste pour faire mon travail. Il a roulé son fauteuil de quelques mètres, m'examinant comme si j'étais une œuvre d'art qu'il n'appréciait pas particulièrement. Et quel travail pensez-vous que ce soit ? L'administration des médicaments, la kinésithérapie, la surveillance des signes vitaux, le soutien à la rééducation. Il a reniflé. Vous avez oublié la partie où vous hochez la tête avec sympathie pendant que j'échoue à remarcher. C'est généralement la partie préférée de tout le monde. Je n'ai pas scié. Je ne suis pas ici pour vous plaindre. Il a légèrement penché la tête. Oh, ça c'est nouveau. La plupart craquent au 3e jour. Peut-être que je vous surprendrai. Peut-être, a-t-il dit, bien que le sourire en coin qui se dessinait sur ses lèvres montrait clairement qu'il n'en croyait pas un mot. Nous avons passé la journée dans un silence tendu. J'ai administré les médicaments, examiné son plan de kinésithérapie, pris des notes. Ryan n'arrêtait pas de faire des commentaires acerbes, me testant, me poussant à bout, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'avais travaillé avec des vétérans qui avaient perdu des membres, des adolescents qui hurlaient à chaque injection, des mères qui pleuraient sous l'effet de la morphine. Ryan Hay n'allait pas me faire peur. Ce soir-là, alors que je préparais sa chambre pour la nuit, il a soudainement dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais ». J'ai levé les yeux du tiroir. Non. Vous n'avez pas posé de questions sur l'accident. Je me suis dit que vous me le diriez si vous le vouliez. Une autre pause. Une autre surprise. C'était un voyage de ski, a-t-il dit finalement. En solo. J'ai perdu le contrôle sur une crête. Je me suis réveillé dans un hélicoptère. Je ne me suis pas tenu debout sans aide depuis. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Il m'a fixé longuement. Pourquoi avez-vous pris ce poste ? J'en avais besoin. Pas l'argent. Pourquoi ce poste ? J'ai croisé son regard. Parce qu'on m'a menti. Parce que je sais ce que ça fait d'être jeté. Son expression a changé, juste une seconde, comme une fissure dans un mur qui ne devrait pas être là. Puis il s'est retourné vers la fenêtre. Ne vous attachez pas, a-t-il dit. Je ne suis pas doué pour la gratitude ni pour l'amitié. Tant mieux, ai-je répondu. Je ne suis pas doué pour les illusions. Il n'a rien dit après ça, mais il ne m'a pas renvoyé non plus. C'est arrivé la 5e nuit. Je n'étais pas censé être réveillé, mais le vent hurlait dehors depuis minuit,
secouant les fenêtres comme un fantôme agité qui ne pouvait décider d'entrer ou de rester dehors. Je me suis levé pour fermer les stores et j'ai aperçu la lumière encore allumée dans la salle de sport de l'aile ouest, une zone où Ryan permettait rarement à quiconque d'entrer seul. Au début, je l'ai ignoré. Je me suis dit qu'il s'était probablement endormi en regardant la télévision là-dedans. Mais quelque chose m'a interpellé, une intuition calme. J'ai enfilé mon pull, marché à pas de loup dans le couloir silencieux et poussé la porte de la salle de sport juste assez pour jeter un coup d'œil. Et ce que j'ai vu a tout arrêté. Ryan y était debout. Pas complètement, pas sans aide. Il s'agrippait à des barres parallèles, les bras tendus par l'effort, la sueur perlant sur ses tempes, ses jambes tremblant sous lui, chaque muscle bandé. Mais il le faisait. Lentement, avec détermination, un pas après l'autre, laborieusement. J'ai eu le souffle coupé. Il ne m'a pas remarqué au début, trop concentré. Mais le léger grincement de la porte m'a trahi. Il s'est retourné, m'a vu, et son expression est passée instantanément de l'effort à la rage. « Qu'est-ce que vous fichez ici » a-t-il aboyé. J'ai entendu quelque chose. Je pensais. Sortez, Ryan. Maintenant. Je n'ai pas bougé. Pas parce que j'étais pétrifié, mais parce que quelque chose dans ma poitrine avait déjà changé. Il n'était pas sans espoir. Il n'était pas fini. Il cachait ses progrès. Pourquoi ? Pourquoi gardez-vous ça secret ? Ai-je demandé doucement. Ses mains se sont crispées sur les barres, les jointures blanches. Parce que dès que les gens voient des progrès, ils s'attendent à des miracles. Ce n'est pas comme ça que la guérison fonctionne. Il a ri amèrement. Non, mais c'est comme ça que la déception fonctionne. J'ai déjà vu des gens s'en aller en réalisant que je n'allais pas me lever de ce fauteuil comme par magie pour redevenir qui j'étais. Je ne le ferai plus. Alors, à la place, vous prétendez qu'il ne reste plus rien. Que vous avez abandonné. Sa mâchoire s'est crispée. Vous ne comprenez pas. Je me suis approché, prudemment, comme on approche un animal blessé. Peut-être que si. Ses yeux se sont rivés sur les miens, furieux, incertains. Je ne le dirai à personne, ai-je dit. Mais si vous me laissez vous aider, vraiment vous aider, nous pouvons travailler vers quelque chose de mieux. Vous n'avez pas à faire ça tout seul. Pourquoi ? A-t-il exigé. Pourquoi est-ce que ça vous importe ? Parce que je sais ce que ça fait de se voir arracher son avenir et de devoir sourire au milieu des décombres. Il m'a fixé, respirant fort, la sueur brillant sur sa peau. Je pensais qu'il allait crier à nouveau, me mettre dehors, menacer de me renvoyer. Au lieu de cela, il s'est lentement rabaissé dans son fauteuil, silencieux, épuisé. Finalement, il a marmonné, « D'accord. » Mon cœur a fait un bond. « On garde ça entre nous » a-t-il ajouté. Personne, absolument personne ne doit savoir. Compris. Et vous suivez mes instructions. Si je dis stop, on arrête. Si je dis d'avancer, vous aidez. C'est tout. D'accord. Il m'a étudié, les yeux toujours aussi vifs, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de non dit. Vous n'êtes pas comme les autres. J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de l'être. Nous avons commencé les séances le lendemain matin, tôt, en silence, avant que Margaret ne se réveille, avant que le soleil ne réchauffe complètement le carrelage de la cuisine. Chaque pas qu'il faisait était une agonie, contrôlée, mesurée, comme s'il luttait contre la gravité avec pour seules armes la rancune et la mémoire musculaire. Mais il le faisait, et j'étais là. Pas pour l'acclamer, pas pour pleurer, juste pour le soutenir. Une main stabilisant le monde dans lequel il ne voulait pas tomber. Tout a commencé avec une voix. J'organisais l'armoire à pharmacie dans ma chambre quand je l'ai entendue. Profonde, confiante, trop suave. Une voix d'homme, pas celle de Ryan, ni d'un membre du personnel. Curieuse, je me suis dirigé silencieusement vers le couloir principal et j'ai suivi le son jusqu'au salon ouest. Là, affalé sur le canapé en cuir, se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, une montre coûteuse brillant au soleil du matin, tenant un verre de quelque chose qui n'était pas du jus. « Ryan, tu as une mine affreuse », a ri l'homme. Ryan, en face de lui, a offert un sourire crispé. « Content de te voir aussi, Eric. » Ce fut ma première rencontre avec Eric Thorne, le partenaire commercial de longue date de Ryan. L'homme qui, selon Margaret, avait pris la direction de High Nexus Technology après l'accident de Ryan. Quelque chose en lui me donnait la chair de poule. Peut-être la façon dont il regardait Ryan, comme s'il mesurait encore sa valeur. Ou peut-être la façon dont ses yeux se sont posés sur moi quand je suis entré avec le plateau de thé. Lent, calculateur, envahissant. « C'est la nouvelle » a-t-il demandé.
Emily Carter, ai-je dit d'une voix égale en posant le plateau. Elle est meilleure que les 3 dernières, a plaisanté Eric en sirotant sa boisson. Elle n'est pas ici pour te divertir, a répondu froidement Ryan. C'est mon infirmière. La conversation s'est tournée vers les affaires. Fusion, tension avec les investisseurs, contrats gouvernementaux. J'ai essayé de me faire invisible, mais un mot m'a glacé sur place. L'anglais. Eric s'est penché en avant, baissant la voix. Laura dit que son père est prêt à débloquer les fonds. Il nous faut juste transférer le contrôle du groupe à la société écran. L'anglais Capital l'absorbera. Il a des contacts au conseil d'administration de la tech. Ce sera facile. Ryan n'a pas répondu. Il regardait par la fenêtre, les jointures serrées sur la coudoir. J'ai déjà préparé les documents, a poursuivi Eric. Il ne nous manque que ta signature. Plus tard, a dit Ryan. Je les examinerai. Tu dis ça depuis des semaines. Si on attend plus longtemps, l'opportunité nous filera entre les doigts. Ryan n'a pas répondu. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Je me suis éclipsé de la pièce avant que l'un ou l'autre ne remarque que j'étais encore là. L'anglais. Laura Langlais. Ce nom me hantait encore. Et puis, ça a fait tilt. L'anglais Capital. Laura. La pression d'Eric pour la signature de Ryan. L'entreprise. Ils essayaient de la lui prendre. De lui retirer le contrôle pendant qu'il se remettait encore. Et si Laura était impliquée, Megan Langlais ne pouvait pas être loin. Ma poitrine s'est serrée en retournant dans ma chambre et en fermant la porte. Était-ce lié à ce qui m'était arrivé? N'étais-je qu'une spectatrice prise dans les tirs croisés de quelque chose de plus grand? Ou m'avait-il choisi pour ça, parce que j'étais la fille que personne ne soupçonnerait? Ce soir-là, je n'ai pas pu le garder pour moi. Alors que j'aidais Ryan avec ses exercices d'étirement, j'ai rompu le silence. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui à propos de votre entreprise. Il ne m'a pas regardé. Continuez. Je lui ai tout raconté, mot pour mot. Les noms, les phrases, le ton. J'ai même mentionné Megan Langlais. À ce nom, il s'est arrêté. Vous la connaissez? Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle. Il a cligné lentement des yeux. Jason Miller. J'ai hoché la tête. Vous le connaissez? Non, mais j'ai entendu le nom par Eric. Il s'est éloigné du mur et m'a fixé. Suggérez-vous que mon partenaire et votre ex sont de mèche? Je suggère que c'est une trop grosse coïncidence. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis finalement, je vais examiner les documents. C'est tout. J'ai essayé de ne pas me sentir anéanti. J'avais espéré plus, peut-être de la confiance, peut-être une action. Mais au lieu de cela, Ryan est retourné au silence, comme si tout ce que j'avais dit s'était perdu dans le vide. Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre comme un animal en cage. Avais-je tort? Est-ce que j'imaginais des ombres? Ou pire, avais-je raison et personne ne me croirait? Le lendemain matin, il a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Quand j'ai ouvert, Ryan était dans son fauteuil roulant, un dossier sur les genoux. Vous aviez raison, a-t-il dit. L'anglais Capital n'investit pas seulement. Les documents transfèrent les droits de décision et de propriété à une société holding qu'Eric a créée il y a 2 mois, cachée sous plusieurs couches. J'ai eu le souffle coupé. Je veux que vous m'aidiez à les arrêter. Il m'a tendu le dossier. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. Après tout? Ryan a hoché la tête. S'ils pensent que je suis trop faible pour me battre, c'est qu'ils ont oublié qui j'étais avant de m'effondrer. Le plan a pris des jours à finaliser. Chaque nuit, après que le personnel se soit tu et que les fenêtres se soient assombries, Ryan et moi nous asseyons l'un en face de l'autre à la longue table en chêne du bureau, épluchant des documents et des notes de stratégie. Ses mains tremblaient parfois d'épuisement, mais sa voix restait ferme. Il construisait une salle de guerre, pièce par pièce, et j'étais sa seule alliée entre ces murs. Il avait déjà contacté son avocat. Il rassemblait des registres, des emails, des contrats, des pistes bancaires. Ryan ne m'avait rien caché, pas même ses doutes. Je faisais plus confiance à Eric qu'à n'importe qui, a-t-il dit un soir. Il était là le jour où j'ai présenté ma première application. Je l'ai laissé parler en mon nom quand je ne pouvais pas marcher. Et pendant tout ce temps, vous avez eu raison de suivre votre instinct, lui ai-je dit. J'ai tardé à le faire, a-t-il répondu. Mais je ne serai plus en retard. Une semaine plus tard, une réunion spéciale du conseil d'administration a été convoquée. Personne ne se doutait de rien. Ryan a laissé Eric penser que la signature allait arriver.
Il l'a même remercié dans un email pour avoir si bien géré les choses. Le même après-midi, il a enfilé un costume. C'était la première fois que je le voyais dans un costume 3 pièces, bleu nuit, impeccable, d'une élégance qui a fait ralentir mon cœur. Son corps était encore faible, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir, fier, droit, qui a changé l'atmosphère de la pièce. Il s'est entraîné à marcher jusqu'à la table de conférence avec une canne. 10 pas, puis 15, puis 20. Je veux qu'ils le voient, a-t-il dit, de leurs propres yeux. Le jour de la réunion, nous sommes arrivés avec 15 minutes d'avance. Le bâtiment n'était que verre et chrome et un silence pesant. Les têtes se sont tournées à notre entrée. Ryan marchait à mes côtés, la mâchoire serrée, les pas mesurés mais fermes. Le choc a parcouru les couloirs comme un courant électrique. Dans la salle de conférence, Eric était assis au bout de la table. Laura était là aussi, dans un tailleur gris colombe, les jambes croisées, les lèvres peintes comme pour la guerre. Et à côté d'elle, Jason. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, toujours beau, toujours suffisant, mais moins raffiné maintenant, comme quelque chose d'emprunté qui n'aurait pas été rendu en parfait état. Quand Ryan est entré dans la pièce, canne à la main, le silence se brisa net. « Tu marches » a dit Eric. « Pas parfaitement » a répondu Ryan, « mais suffisamment. » Il ne s'est pas assis à l'autre bout. Il s'est dirigé directement vers la tête de la table, a marqué une pause et a regardé Eric droit dans les yeux. « Cette réunion est désormais sous mon autorité » a-t-il dit calmement. « Et je commencerai par ceci. » Il a posé un dossier sur la table et l'a ouvert. La salle a observé tandis qu'il exposait chaque piste falsifiée, chaque clause cachée, chaque preuve de la tentative d'Eric de transférer le contrôle de iNexus Technologies à une société écran privée appartenant à l'Anglais Capital. Laura n'a pas scié. Jason s'est agité, mal à l'aise. Le visage d'Eric s'est lentement vidé de sa couleur. « Tu ne peux pas prouver l'intention » a marmonné Eric. « Je n'en ai pas besoin » a répondu Ryan. « Je n'ai qu'à prouver le manquement à l'obligation fiduciaire, ce que je viens de faire. » Le conseil s'est agité. Le conseiller juridique général s'est levé. « Monsieur Hay, souhaitez-vous demander un vote de défiance immédiat ?»« Oui, je le souhaite » a dit Ryan, avec effet immédiat. Le chaos a éclaté. Laura s'est levée la première, ses talons claquant comme des coups de feu. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Ryan. »« Si, je sais » a-t-il dit doucement. « À une femme qui se cache derrière le nom de son père et à un homme qui vend tout pour un raccourci. » Elle a ricané. « Et ton infirmière ? Quoi ? Elle est ta cofondatrice maintenant ? » Ryan s'est tourné pour me regarder. « C'est grâce à elle si je suis debout ici. » Jason a détourné le regard. Le conseil a voté. C'était unanime. Eric a été démis de ses fonctions. Les contrats annulés. Le contrôle rétabli. Quand tout fut terminé et que la salle s'est vidée, Ryan et moi sommes restés seuls. Il s'appuyait sur sa canne, respirant fort, mais ses yeux brillaient. « Tu l'as fait » ai-je murmuré. « Non » a-t-il dit. « Nous l'avons fait. » Et puis, juste une seconde, il a souri. Un sourire large, plein et sincère. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire jusqu'à ce moment. Il n'était pas le seul à avoir fait ses premiers pas ce jour-là. Les semaines ont passé. Le manoir ne ressemblait plus à un mausolée. Les fenêtres étaient plus souvent ouvertes. La lumière inondait les couloirs, et même le jardin, autrefois sec et envahi par les mauvaises herbes, respirait à nouveau. Ryan avait encore des jours difficiles, il boitait toujours, devait encore lutter contre la douleur. Mais l'amertume qui accompagnait chacun de ses pas avait commencé à se dissiper. La mienne aussi. Le mariage que je n'ai jamais eu, j'ai cessé de le pleurer. Le nom que j'ai failli prendre, je l'ai laissé partir. Lentement, j'ai commencé à me voir comme plus que quelqu'un qui avait été rejeté. J'ai recommencé à lire, à courir de courtes distances sur le sentier privé derrière la maison. À rire. Rire sans culpabilité. Ryan s'était fait un devoir de cuisiner un soir par semaine, même s'il brûlait le riz et maudissait la cuisinière comme si elle lui devait quelque chose. Je le laissais faire. Je m'asseyais sur l'îlot de la cuisine, les jambes repliées, souriant de sa frustration. C'était notre rituel. Petit et tacite, mais le nôtre. Un soir, il m'a tendu un plat que je n'ai pas pu identifier et a dit « Si ça te tue, je veux que ce soit consigné. » « Tu auras l'entreprise dans le testament » ai-je dit d'un ton neutre. Il a fait une pause. « En fait, non. » J'ai levé les yeux. « Je l'ai transféré à un trust » a-t-il dit. « Un qui t'inclut. »
J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne te donne pas l'entreprise, a-t-il dit doucement. Mais je veux que tu saches que j'ai construit quelque chose de mieux avec toi que je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit d'autre. Et je veux que tu fasses partie de la suite. Je l'ai fixé. Ryan? Il a mis la main dans sa poche et a sorti une petite boîte noire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, a-t-il dit rapidement. Tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui, ni même cette année. Je sais que j'apprends encore à redevenir une personne à part entière, et je sais que tu n'as pas signé pour ça. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, en or, avec un minuscule saphir au centre. Mais j'aimerais quand même te le demander, a-t-il dit à voix basse. Accepterais-tu de faire ce chemin avec moi? Non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce qu'avec toi, je me souviens de qui je suis. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais j'ai ressenti autre chose, quelque chose de stable, un sentiment d'arrivée, comme si j'avais traversé la partie la plus sombre de la forêt pour trouver non pas un château, mais une clairière, un endroit calme pour respirer à nouveau. J'ai pris la bague, l'ai glissée à mon doigt. Je ne dis pas oui, murmurai-je en souriant. Mais je ne dis pas non. Il a ri. Ça te ressemble tout à fait. Nous n'avons pas précipité les choses. Il n'y a eu ni grandes annonces, ni gros titres, juste plus de matin, plus de progrès. Il a marché 1 kilomètre seul. Le mois suivant, j'ai obtenu ma certification pour ouvrir mon propre cabinet privé. Nous avons engagé plus de personnel. Je suis resté dans la maison, mais elle ne semblait plus être la sienne. Elle semblait être la nôtre. Quant à Jason, il m'a envoyé un texto une fois, 2 lignes, pour me demander si j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin, car la vérité, c'est que j'avais déjà tiré tout ce que je devais de cette rupture. Une leçon, un détour, et une porte d'entrée vers la vie que je n'avais même pas osé imaginer. Et Ryan, à l'automne, il a complètement arrêté d'utiliser le fauteuil. Pour son anniversaire, nous avons fait un court voyage sur la côte. Juste nous deux. Il a marché à mes côtés sur la plage au coucher du soleil, le sable collant à nos pieds, le vent assez froid pour piquer. À un moment donné, il a regardé l'océan et a dit « Tu penses qu'on redeviendra un jour ceux qu'on était avant ?» J'ai secoué la tête. « J'espère que non. » Il s'est tourné vers moi et j'ai ajouté « Parce que ceux que nous sommes devenus sont mieux. » Il n'a pas répondu. Il a simplement pris ma main et ne l'a plus lâchée.